Bonjour tout le monde et merci pour votre intérêt au sujet de l'exploitation minière canadienne en Amérique latine. Désolé pour le petit retard, on avait des problèmes techniques. Mais sinon, on commence. Cet après-midi, on va explorer rapidement le sujet et à la fin de la présentation, on peut partager un peu. Et si vous avez des questions, je vais essayer de répondre aux mesures de mes connaissances. Ok, je vais prendre comme exemple un projet qui est situé chez moi, à Cuenca, en Équateur. Et de ce que je connais, dans les autres projets en Amérique latine, ça se passe pareil ou encore pire. Alors je pense que ça va vous donner une idée. Et là, ce que vous voyez dans la photo, c'est un paysage de montagnes, des lacs à côté de Cuenca, qui constituent les sources d'eau de la ville. Et c'est à cet endroit-là où on trouve une vingtaine de concessions minières. La moitié à peu près appartient à une entreprise canadienne et l'autre moitié à des entreprises australiennes. Le projet le plus avancé s'appelle Loma Larga et il est conduit par la compagnie ENV Metals basée au Toronto. Aujourd'hui, je voudrais vous laisser trois idées principales. La première idée, c'est que l'État canadien fait la promotion d'une exploitation minière responsable. Et ça se matérialise à travers les ambassades du Canada dans nos pays. Les ambassadeurs, les ambassadrices canadiennes utilisent leurs conditions de venir d'un pays développé pour nous expliquer que vos compagnies minières sont très responsables, qu'elles opèrent selon les plus hauts standards, qu'elles veulent améliorer nos économies et donc améliorer nos vies sans impacter l'environnement. Et là, ça nous pose un énorme problème aux mouvements écologistes parce que si on veut dénoncer les impacts environnementaux ou sociaux des projets miniers, on n'a pas du tout les moyens ni la crédibilité du gouvernement canadien face à nos concitoyens et concitoyennes. La deuxième idée que je veux partager avec vous, c'est qu'en fait, les compagnies minières ne sont pas responsables. Je sais que c'est dur comme affirmation, mais plus loin, je vais vous donner des exemples spécifiques de pourquoi je dis ça. Ce qu'on voit en général, c'est que les compagnies priorisent leurs bénéfices économiques en détriment de l'environnement et le peuple. J'imagine que vous comprenez bien ça avec des projets qui s'imposent même au Canada, malgré les impacts environnementaux ou l'opposition des communautés. Moi, je dirais que la différence avec l'Équateur, c'est que nos institutions de contrôle sont beaucoup moins fortes, des fois inexistantes, et alors on dépend presque de la bonne volonté des compagnies pour réguler leurs activités. Et la troisième idée à garder en tête, Toronto est la capitale minière du monde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est PNN Bloomberg, tout en signalant les deux piliers de l'industrie minière mondiale, les bourses et le PDAC. Et c'est quoi tout ça? Ouais, les bourses de Toronto s'annoncent comme le foyer, la siège de plus de sociétés minières que tout autre marché dans le monde. Ils signalent ensuite les avantages, et tout ça c'est disponible dans la page web de la Bourse de Toronto, que 53% de financement réalisé dans le secteur minier au monde pendant les 5 dernières années ont été effectués à la Bourse de Toronto. Il parle d'accès aux capitaux et 41 milliards d'actions négociées dans le secteur minier en 2019 et ainsi de suite. Et il continue après avec les avantages du Canada, un des systèmes bancaires les plus sécuritaires du monde et un régime réglementaire solide. Ok, ça pour les bourses. Et maintenant, le PDAC. Prospectors and Developers Association of Canada. Selon la page web du PDAC, la convention annuelle de la PDAC à Toronto, c'est l'événement premier mondial de l'industrie
qui réunit des investisseurs, des analystes, des cadres des compagnies minières, des géologues, des étudiants et des représentants des gouvernements. C'est l'événement incontournable pour toute personne liée à l'industrie minière dans le monde entier. Et après, il nous invite à la prochaine convention de la PDAC du 7 au 10 mars 2021. C'est important de savoir qu'on parle d'un événement organisé toutes les années à Toronto depuis 1932. Ici, j'ouvre une parenthèse. Entre les points forts, les highlights du PDAC 2020, le PDAC souligne l'annonce du Premier ministre Trudeau de promouvoir les véhicules électriques. Et cet enthousiasme doit éveiller nos soupçons. Bien que les projets d'énergie renouvelable se montrent comme prometteurs pour combattre le changement climatique, il faut se rappeler qu'ils ont quand même besoin de ressources. On a besoin du lithium pour les batteries électriques et son extraction est en forte accélération et donc les compagnies minières trouvent le sourire. Il faut savoir que 66% des réserves mondiales de lithium se trouvent en Amérique du Sud. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ferme ma parenthèse ici et je reviens au sujet de Toronto, capitale minière du monde. Et pourquoi Toronto? Alors, le président de la PDAC en 2017 expliquait qu'à Toronto, on a les plus grandes compagnies minières du monde, des bureaux d'avocats, des services de consultants, tous ensemble dans un même endroit. Tous les banques sont là aussi, ce qui fait que Toronto soit très prospère, c'est très efficace. De Knoll, un chercheur, explique aussi que le gouvernement appuie les compagnies minières à travers des billets structurels dans les tribunaux, un cadre réglementaire qui permet des spéculations importantes, des aides fiscales et de l'assistance diplomatique. Il continue, le Canada a été façonné afin de soutenir l'industrie minière. On continue avec l'historien Ian Drummond qui explique qu'au début des années 1900, la ville de Toronto était devenue le centre du commerce spéculatif des actions minières, non seulement pour les Ontariens et les autres Canadiens, mais aussi pour les Britanniques et les Américains. Et l'industrie minière ne soutient pas seulement les avocats et les consultants du centre-ville Toronto, mais leur donation et parrainage arrivent aussi aux services fondamentaux comme des hôpitaux ou les universités. Et même les fonds de retraite se trouvent des fois investis dans des compagnies minières sur lesquelles pèsent des allégations extrêmement graves. Et là voilà, avec l'image de la participation de M. Trudeau à la convention de la PDAC, il y a 2 mois, je voudrais parler rapidement du rôle de l'État canadien à l'expansion des compagnies minières partout en Amérique latine. Et il ne faut pas aller plus loin que la page web du Bureau des Affaires mondiales Canada pour se rendre compte que la politique du gouvernement vise à renforcer les industries extractives du Canada à l'étranger. Textuellement, le modèle d'affaires canadien, stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger, décrit les initiatives mises à l'avant par le gouvernement pour aider les entreprises canadiennes à améliorer leur rendement en matière de responsabilité sociale des entreprises, ainsi qu'à maximiser les avantages qui peuvent découler de leurs investissements dans les pays où elles mènent des activités. Notamment dans la page web de l'ambassade de Canada en Équateur, on trouve que les entreprises canadiennes sont les principaux investisseurs dans le secteur minier
émergents en Équateur, un élément important de nos relations économiques croissantes. Les compagnies minières canadiennes ont investi en Équateur avec une vision à long terme d'une industrie minière qui se veut responsable d'un point de vue social et environnemental. Et comment ça se passe, quels soient les principaux investisseurs? Je vais mentionner deux raisons. La première, la plupart des compagnies minières au monde ont leur siège au Canada pour les avantages dont on a parlé. Et la deuxième, les compagnies canadiennes sont spécialisées dans l'exploration minière. C'est ce qu'on appelle les sociétés minières juniors. En général, les juniors sont de petites compagnies qui font le travail préliminaire sur un site minier, l'exploration et études de faisabilité. Elles n'ont pas de sources de revenus productifs parce qu'elles sont engagées dans des projets d'exploration dont très peu aboutissent à une exploitation. Donc, leur valeur dépend de leur capacité de générer spéculation pour attirer des investissements. En conséquence, elles favorisent le nuancement des conflits sociaux ou directement cacher l'opposition à leur projet. Moins de conflits, plus d'investisseurs. Et ça nous amène à une question très importante. Qui vient après la junior? Pour le projet Rio Blanco, un des projets à Cuenca en Équateur, la junior canadienne a vendu le projet à une major chinoise pour l'exploitation de la mine. L'intervention de cette compagnie chinoise était catastrophique et à un moment le gouvernement a militarisé la zone. La communauté a réussi à virer la compagnie de son territoire, mais les conflits persistent jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les juniors ouvrent les portes de nos territoires à n'importe quelle compagnie. Leur seul intérêt, c'est de vendre leur projet à un bon prix. Et faites attention à ce détail. La compagnie chinoise achète à la compagnie canadienne les ressources au sous-sol d'une communauté en Équateur. Et je ne m'en doute pas qu'il y a des gens au sein du gouvernement qui cherchent vraiment à que les compagnies minières opèrent selon les plus hauts standards. Malheureusement, ça ne correspond pas avec ce qui a été trouvé après une recherche des étudiants de loi des cinq universités canadiennes. Les résultats du projet La marque Canada, violence et compagnies minières canadiennes en Amérique latine montrent des incidents reliés aux compagnies minières canadiennes entre 2000 et 2015. 44 décès, dont 30 ont été identifiés comme ciblés. 403 blessures, dont 363 se sont produites pendant des manifestations et des confrontations. Et 709 cas de criminalisation qui incluent des plaintes juridiques, arrestations, détentions et accusations formelles. Dans le rapport, il souligne que les autorités du gouvernement canadien en charge du CSR, Corporate Social Responsibility, n'ont pas le pouvoir pour conduire des investigations ou sanctionner les compagnies ou indemniser les victimes. Et même si les compagnies listées dans la bourse de valeur de Toronto sont obligées de déclarer ce type d'incident dans leurs rapports annuels de performance, elles l'ont pas fait. Elles ont signalé que 24% de décès et 12% de blessures. Mais ok, ça suffit des numéros. Maintenant, je voudrais vous montrer rapidement comment ça se passe dans un projet spécifique. On se situe chez moi, dans la ville de Cuenca, province Azuay, en Équateur. C'est une ville d'environ 600 000 habitants. Dans cette carte que vous voyez, tout ce que vous voyez en vert foncé sont des zones protégées parce qu'elles se trouvent dans la partie supérieure des bassins qui alimentent les rivières de la ville de Cuenca, la ville d'Azores et les petits villages marqués en noir.
Donc, par définition, on évite les activités anthropogènes dans ces zones-là colorées en vert. Ce qu'on voit en vert clair, ce sont des parcs nationaux où, par constitution, les activités minières sont complètement interdites. Par contre, comme vous le voyez, ce territoire est infesté de blocs de concessions minières. Ce sont les carrés en rouge ou en jaune que vous voyez partout dans la carte. Et comme je vous ai dit, la moitié des concessions appartiennent à une compagnie canadienne et l'autre moitié à des Australiennes. Et les deux verts foncés et clairs représentent un écosystème qu'on appelle le páramo. Et le páramo, c'est un écosystème d'haute montagne situé au tropique qui est clé pour le provisionnement d'eau de nos villes et villages, pour le contrôle des inondations, pour éviter les sécheresses. Et ils sont aussi des puits de carbone, donc il faut absolument les conserver en bon état pour aider à diminuer la quantité de CO2 de l'atmosphère. Et on revient à la carte des concessions minières. Et je voudrais attirer l'attention au cercle rouge ici, parce que là, on apprécie clairement comment le parc national a été mutilé. Avez-vous déjà vu un parc national si carré que ça? Les limites de ce parc national ont été adaptées pour donner de la place à la concession minière du projet Loma Larga, conduit par la compagnie canadienne ENV Metals, ce qui n'est pas le comportement qu'on attend d'une compagnie responsable. En fait, le rapport du contrôleur général de l'Équateur du décembre 2018 confirme au moins 3 motifs d'expiration de la concession du projet Loma Larga. À un moment, ils ont avancé leurs activités sans avoir une licence environnementale valide. Aussi, l'Haute Autorité de l'eau de la ville de Cuenca a confirmé à travers des rapports officiels que les projets miniers situés au páramo sont incompatibles avec le droit humain à l'eau des habitants du canton Cuenca. Alors, ça ne sera pas une surprise pour vous si je vous dis que ce projet n'est pas accepté par les habitants des petits villages aux alentours, ni de la ville de Cuenca. Et la lutte a été fatigante, des fois décevante, des fois avec des bonheurs. Mais je vous la résume rapidement avec quelques jalons. 2008, en Équateur, on fait une nouvelle constitution pour arranger quelques sujets qui n'allaient pas du tout en Équateur, dont entre eux l'invasion des compagnies minières, la plupart canadiennes. Ce qu'on a déclaré comme mandat constitutionnel, c'est l'extension des concessions minières qui affectent les sources d'eau et qui affectent le système national des zones protégées. ENV Metals a dû sortir du pays à ce moment-là, mais ils se sont arrangés avec le gouvernement de l'Équateur. Ils ont toujours trouvé les moyens pour s'arranger avec les autorités équatoriennes et ENV Metals, ils sont toujours là. 2011, référendum dans la commune Victoria del Puertete, affectée par le projet Loma Larga. Et 92% de la population s'oppose au projet minier. 2012, marche des peuples pour l'eau, la terre et la dignité. Pendant 15 jours, les manifestants ont parcouru le pays du sud au nord jusqu'à arriver à Quito, la capitale, en opposition aux projets miniers qui nous envahissent un peu partout, tout au long du pays. 2016, l'autorité de la province, la préfecture de l'Azuay, déclare la province d'Azuay comme territoire libre des activités minières métalliques dans les páramos. 2017, le conseil du canton Cuenca, c'est-à-dire l'haute autorité de la ville, déclare le canton Cuenca comme territoire libre des activités minières métalliques dans les páramos. 2019, le canton Girón, juste à côté de Cuenca,
mène un référendum sur les activités minières à Quimsacocha, c'est le nom du páramo où le projet Loma Larga est situé. Et comme vous le voyez, il demande à Envi Miros de respecter leur souveraineté. Et les résultats du référendum, 86% de la population du canton Giron s'oppose aux activités minières dans son territoire. Et c'était quoi la réaction de la compagnie? Ils vont simplement bouger leurs infrastructures du canton Giron, possiblement au canton Cuenca. Et donc, ce qui est en cours maintenant, la province d'Azuay s'organise pour exiger son droit à être consultée sur les activités minières dans nos territoires. Malheureusement, même si la demande a été formellement posée par la préfecture, c'est-à-dire la plus haute autorité de la province, elle a été rejetée déjà 2 fois. Et ce n'est pas du tout un sujet facile pour des diverses raisons, mais je voudrais signaler une d'entre elles. Le pays se fait menacer par des actions judiciaires promues par des compagnies minières. Et pourquoi on arrive à ça? En effet, les compagnies qui investissent dans un pays étranger ont des mécanismes pour protéger leurs investissements. Notamment, elles peuvent attaquer un État devant un tribunal international comme le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organe dépendant de la Banque mondiale basé à Washington. Et voilà, en juin 2019, le rapport Extraction Casino a analysé 38 cas de compagnies minières qui ont appliqué ces mécanismes contre des gouvernements d'Amérique latine. Important de dire que plus que la moitié de ces compagnies n'avaient aucune mine en opération au moment de la dispute. Pourtant, elles cherchaient des compensations millionnaires pour leurs bénéfices escomptés, pas obtenus. Ici, un bref résumé de la nature des réclamations rapportées par Extraction Casino. Dans un tiers des cas, les compagnies disputent des mesures gouvernementales prises pendant des conflits qui impliquaient des droits des peuples autochtones et le consentement des communautés. Dans plus de la moitié des cas examinés, les compagnies disputent mesures gouvernementales en référence à l'application de protection environnementale et de santé. Et dans un tiers des cas, les compagnies disputent des mesures gouvernementales reliées à l'administration des ressources, comme des mesures de nationalisation ou des mesures fiscales. Et ouais. Et quand même, je voudrais vous laisser un message positif avant de finaliser. Et vous dire que de plus en plus, les jeunes à Toronto s'organisent pour dévoiler ce treillis minier. Le 1er mars de cette année, des militants et militantes de Toronto se sont réunis pour protester et perturber la convention de la PDAC. Le rassemblement a été appuyé par plus de 50 groupes de justice environnementale et sociale et il a même été retransmis en direct aux communautés de divers pays, l'Équateur inclus. Et on a même réussi à amener les messages des communautés affectées pendant les conférences. Et voilà, merci. Et ça sera toute la présentation. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des idées, je peux essayer de répondre s'il y a quelques questions. Donc, je cherche dans... Ok. Je vais mettre la caméra. Donc, je viens ici. Ok. Je ne peux pas mettre la caméra. Mais ok. Mais si vous avez des questions, je peux chercher dans les commentaires pour répondre aux questions.
Alors, ah. Si vous me donnez 2 minutes, simplement pour chercher les questions. Ok, je pense qu'il n'y en a pas. Mais ok, sinon, ok, ça finit comme ça. C'était ça la présentation. Euh, mais ouais, on peut continuer la discussion sur ce sujet. Merci en tout cas pour votre intérêt et à bientôt.